consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but now wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More for the doers by doers, unstoppable with shine. Combien parmi vous sont freelance ou à leur compte et font de la prestation de service? Ok, on a quand même, au moins je dirais les 2/3, super. Ok, donc je vais vous parler de comment démarrer avec Webflow et en faire une réussite en termes de freelancing. Alors vous allez voir que je vais vous parler donc de mon parcours. J'ai eu un petit peu plusieurs vies. J'ai que 27 ans, mais j'ai eu plusieurs vies. J'ai commencé en freelance à la suite de mes études, donc en tant que designer freelance. On fait du branding, on fait du print, on fait des visuels, des choses qui vont aller sur Internet. Et puis progressivement, je suis passé plutôt de l'autre côté, du mauvais côté, du bon côté, à vous de définir le côté des développeurs. Et je suis devenu développeur no-code. Alors là encore, est-ce qu'on c'est vraiment un développeur? Est-ce que c'est pas un développeur? C'est vous qui déterminez ça, je veux pas de jugement. Et ensuite, je vous parlerai de la dernière activité qui est mon activité de formation, qui en fait est une suite à peu près logique de ma vie de freelance. Donc on va essayer de revenir un petit peu sur ma vie de freelance pour que vous compreniez pleinement comment j'ai fait pour passer de celui qui appelait ses clients en leur disant « Écoutez, votre site, il n'est pas si bien que ça. Je vous propose un meilleur site. » Et en fait, ça ne marche pas, hein, on ne va pas se mentir. Donc, je suis passé de ça à une activité aujourd'hui qui est assez pérenne et qui ne me demande pas d'aller faire de la prospection. Les gens viennent vers moi pour des évolutions de site Webflow, pour faire de la production, pour faire de la maintenance, etc. Donc, je vais vous parler de tout ça. J'ai démarré assez tôt dans le freelancing, ou du moins dans le milieu de la création. Je suis là, à droite. Je voulais surtout pas de CDI à l'époque. Et là, vous voyez le soutien de ma famille, qui n'était pas non plus de tout grand soutien. Donc, tout de suite, je me projette et je me dis, à la fin de mes études, je veux surtout pas rejoindre une boîte et bosser pour quelqu'un. Je veux absolument bosser pour moi, avoir mes horaires, avoir ma liberté, avoir ce que je veux, en fait. Et donc, je commence comme ça. Et donc, je commence à Nantes. Vous reconnaîtrez la superbe ville de Nantes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont de Nantes d'ailleurs ici. Des gens super, bravo. Et donc, moi, je suis originaire de Nantes et je commence mon activité de freelance à la suite de mes études directement. On commence sur le réseau local. On va aller voir les amis, les parents d'amis, tous ceux qui ont potentiellement de l'argent et qui pourront vous payer pour faire des missions. Donc, je vais les voir et je démarre autour de Nantes, à 50, 100 km autour. Une fois que j'ai commencé à éplucher tout le monde et que plus personne ne peut bosser avec moi parce que j'ai déjà fait toutes les prestats, et à ce moment-là, je fais face à une première galère. Il faut que je me fasse connaître. À ce moment-là, je n'avais pas encore communiqué. Alors, ce que je fais pour me faire connaître, c'est les appeler. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bonjour, votre site, il n'est pas top. Ça vous dit que je fasse quelque chose de mieux ? D'accord, vous êtes qui, Théo? Parlez-nous de ce que vous faites, montrez-nous des projets, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Une phase pas très agréable de la vie, je vous mens pas, les journées sont longues, mais voilà, il faut passer par là, on s'y essaye, on le regrette et puis on le refait plus. Donc à ce moment-là, on décide de partir sur une autre approche. On essaie de communiquer un petit peu, on essaie de montrer ce qu'on a fait, de demander des avis à ses clients, d'étendre comme ça sa communication de manière active mais différemment, d'une manière un peu plus agréable. Et donc à ce moment-là, je commence également à collaborer. On est sur des projets plus gros. Donc, je fais du design, toujours à l'époque. Et donc, mes clients, ce sont surtout des TPE, des PME, des gens pour qui une maquette sur Figma ne sert à rien. Tant que vous n'avez pas développé, ils n'en feront rien. Donc, j'ai besoin de développeurs. À l'époque, je ne connais pas Webflow, je ne connais que WordPress. Et donc, je cherche dans mon réseau, sur les plateformes de formation, les plateformes de freelance, des développeurs. Je commence à collaborer avec des développeurs plutôt seniors, des gens avec une grosse différence d'âge aussi. Peut-être que ça a joué par la suite. Et la collaboration est relativement difficile. J'essaie de challenger un petit peu, d'avoir des maquettes qui sont intéressantes, qui sont créatives, qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et forcément, le développeur me dit « Théo, alors ça, on ne pourra pas le faire parce que c'est trop technique, on n'a pas le temps et ça va être vraiment, vraiment chaud. » Donc je dis d'accord, ça on enlève. Et finalement, on fait des sites basiques. Donc moi, je ne me plais pas dans cette situation et je cherche une solution pour le faire moi-même. Et à ce moment-là, on est au tout début des pubs de Facebook.
début Facebook, de Webflow. Et je commence à être un petit peu martelé. Ils ont vu que je cherchais quelqu'un en WordPress, ils se sont dit, ce gars-là, peut-être que ça peut être un bon client en Webflow. Et donc, je commence à découvrir Webflow, voir des vidéos, tester un petit peu l'outil. Et là, évidemment, c'est la découverte de l'année, peut-être mon premier amour. Je tombe complètement in love de cet outil et je l'utilise en long, en large et en travers. Sauf que l'outil, on le connaît, il est quand même un peu technique. Okay, c'est pas le premier outil d'édition de site web qui est en drag and drop et qui va nous permettre de créer des sites rapidement. Donc j'ai besoin d'un peu de temps. Alors je rentre dans une phase un petit peu de moine, peut-être, de moine tibétain. Je m'isole, je passe un mois tout seul à essayer de digérer autant de contenu qu'il y a. Il n'y en a pas énormément à l'époque. On est en 2017, 2018, 2019. Donc je regarde ce qu'il y a. C'est en anglais surtout. Il n'y a pas de Webflow University. Il n'y a pas de youtubeur francophone. Il faut faire avec l'anglais et il faut pratiquer. Donc j'essaie pendant un mois de consommer le plus de contenu possible, de pratiquer, de tester tous les aspects de l'outil. Et puis je commence à découvrir le forum de Webflow. Et ça, c'est un excellent moyen d'apprendre, c'est d'aller voir les galères des autres. En allant voir les galères des autres, vous essayez d'y répondre, vous essayez d'apporter une solution et vous apprenez également de cet outil. Et donc ça a été un excellent moyen de progresser très vite. Aujourd'hui, le forum est très rempli, il y a énormément de contributeurs. Il y a d'autres espaces dans lesquels vous pouvez contribuer à votre échelle, notamment les Slack de communauté liés à Webflow, où de nombreuses personnes posent des questions. Donc ça, je vous recommande d'aller le faire, d'aller aider qui que ce soit, ou d'aller oser poser vos questions. C'est comme ça qu'on apprend le plus efficacement. Et puis évidemment, je pratique. Je vois tous les sites. Apple, il a été refait en long, large, en travers. Les sites classiques qu'on essaie de refaire sur Webflow et qu'on essaie de challenger avec Webflow, j'ai pu les refaire. Et donc, au bout d'un mois, je me sens finalement assez à l'aise. Je commence à faire des prestations relativement petites. Au début, on essaie de challenger l'outil et puis de ne pas prendre trop de risques avec une mission client. Je ne voudrais pas cramer mes ailes tout de suite et faire une trop grosse mission qui finalement n'est pas faisable avec Webflow ou qui demande des fonctionnalités externes. Donc je démarre assez petit et tout se passe bien. Et tout se passe bien, sauf que là, à nouveau, il faut que je communique. Et donc, je rentre dans une phase assez cruciale, c'est j'essaie de déterminer un moyen de grandir avec mon activité et de faire en sorte que tout se passe bien. Donc, j'ai défini 3 piliers pour essayer de faire fructifier, de faire réussir son activité de freelancing. Premier point, l'importance de communiquer. Alors attention, ça peut paraître bateau, mais c'est essentiel. Tout le monde n'ose pas communiquer, tout le monde ne sait pas comment communiquer, tout le monde ne sait pas où communiquer. Donc ce que j'essaie de faire ici, c'est de montrer qu'il faut être présent, qu'il faut être précis et qu'il faut être intéressant. Et pour ça, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir. Pour être présent, première chose à faire, vous inscrire sur une plateforme de freelance. Okay, il existe Malte, il existe Contra, il existe sans doute Fiverr. Je ne suis pas certain que vous trouviez des missions très très chères sur Fiverr, mais vous pouvez essayer quand même. Rien qu'en termes de référencement, c'est pertinent. Vous allez voir, vous allez ranker assez vite, assez haut dans les résultats de recherche de Google avec votre nom et votre prénom. Ensuite, évidemment, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez parler de absolument tout et n'importe quoi. On va voir de quoi parler juste après, mais c'est un excellent moyen pour vos potentiels futurs clients de venir vous trouver. Là encore, vous allez choisir votre réseau social avec justesse. Si vous cherchez à toucher la TPE, PME du coin, le cabinet d'avocats comptables, peut-être que communiquer sur TikTok ou Instagram, ce n'est pas le plus pertinent. Donc là, on va essayer, là encore, de choisir le bon réseau social. Et puis, évidemment, avoir un espace à vous, un site web, un portfolio, un espace qui vous est propre et sur lequel vous allez pouvoir venir présenter votre travail, présenter votre manière de penser, votre manière d'appréhender les projets. C'est l'exemple parfait, c'est de mettre des case studies, donc des cas d'études, des retours sur des projets que vous avez pu réaliser et qui ont été et dans lesquels vos clients peuvent se transposer. Donc ça, c'est être présent, c'est essentiel. Ensuite, on va essayer d'être précis. Si vous dites « je fais tout et n'importe quoi, juste embauchez-moi », ce n'est pas hyper attirant. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un véritable positionnement. Pour ça, 4 points. Là encore, être simple, donc être clair pour les potentiels clients. L'idée, c'est ici que les gens sachent pertinemment ce que vous faites. Ensuite, être différent. Si vous êtes l'exacte copie de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'on vous choisirait vous ?
Donc là, on va essayer d'étudier la concurrence et d'offrir peut-être un service particulier, une approche particulière. Et puis, on va essayer d'être crédible, avoir un positionnement qui est en cohérence avec l'image véhiculée. Si vous avez une image de créatif, essayez d'avoir un positionnement qui, là encore, va suivre. Vous allez transpirer, finalement, votre positionnement. Et le dernier, il doit être payant. Alors attention, ce n'est pas le positionnement qui doit être payant, c'est le fait est que vous devez trouver un positionnement sur lequel vous allez trouver des clients qui seront prêts à payer. Okay. Si vous misez vous positionnez pour accompagner les bergers dans le Jura, je ne sais pas si c'est la plus grosse cible pour faire des sites, par exemple. Donc, réfléchissez un petit peu à cet aspect-là, ça peut être crucial à un moment. Donc voilà, être précis et surtout être intéressant. Qu'est-ce qu'on raconte sur les réseaux ? J'ai 3 grandes thématiques là encore. Le premier, c'est essentiel. Quand on démarre son activité de freelancing, il va falloir montrer des choses. Okay, ce n'est pas juste en disant « je fais des sites Webflow maintenant » que vous allez trouver des clients. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de créer des projets fictifs. Vous vous souvenez, j'ai dit que j'avais reproduit des sites comme Apple, j'avais essayé de reproduire des sites qui me plaisaient pour montrer ce que j'aimais faire et montrer ce que je pouvais faire pour d'autres clients. Donc ça, c'est le premier point. Partagez la conception de vos projets fictifs, ça vous fait de la matière, vous pouvez déjà communiquer sur ça. Ensuite, on va essayer d'aller chercher des projets réels. Vous avez vos premiers projets, capitalisons dessus. On va partager les behind the scenes, les derrière la scène, je ne sais pas trop comment on pourrait traduire ça, c'est très bizarre en français, mais la manière que vous avez de concevoir, d'appréhender un projet pour montrer que vous avez un réel savoir-faire et que ce n'est pas juste un template qui est utilisé. Donc là, communiquez sur ça. Il y a un excellent exemple, si vous êtes sur Instagram, je vous invite à suivre Aristide Benoît, il ne fait pas du tout de Webflow, il fait vraiment du WebGL, du code très technique, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il poste des stories et sur son fil, il a également des posts qui reviennent sur comment il a construit tel slider, telle animation, telle approche d'un projet, et c'est quand même très très plaisant à regarder. Et puis vous pouvez vous prévoir un planning à la fin d'un projet, pouvoir revenir sur un projet, première semaine, on a terminé le projet, eh bien on va célébrer déjà la réussite du projet. On a fait un nouveau projet, on communique dessus. Semaine 2, un ou plusieurs posts sur le processus. Semaine 3, un ou plusieurs posts sur la collaboration. On va essayer de mettre en avant le projet et de le traire jusqu'au bout. Et on va avoir l'actualité. Ça, c'est la ressource gratuite la plus exceptionnelle. On est sur un gros mois, le mois d'octobre. Il y a pas mal d'événements, notamment autour de Webflow. Donc, ce soir, on attend quand même des très belles annonces. Si je serais vous, je ferai un petit post LinkedIn demain de les annonces de Webflow, de la Webflow Conf. Et vous allez voir, il y aura de la réaction, il y aura de la visibilité. Parce que tout le monde essaie de suivre un petit peu l'actualité. Et ça, c'est important autant pour vous, pour être à jour, mais pour tenir vos potentiels futurs clients à jour. On l'a vu un petit peu, il y a beaucoup de teasing sur le multilangue, localisation qui arrive ce soir, peut-être pas, on ne sait pas, on verra. Et donc ça peut être pertinent. Des clients qui cherchent à faire cette fonctionnalité, à avoir cette fonctionnalité-là. Si demain vous commencez à dire que effectivement c'est arrivé, c'est disponible, là c'est une porte d'entrée vers vous. Donc ça c'est très important. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est s'organiser. Faire un projet tout seul, au début, c'est facile. Là, il va falloir construire une stack d'outils. Alors, il y a un super... ça, c'est à peu près de la même couleur, juste une opacité. Bon, vous le verrez un petit peu près. Je vous le lirai, ce sera tout aussi bien. On va essayer d'avoir au moins un outil de communication interne. Okay, on a du mail classique, on a du Slack, du Discord. C'est au moins pour vous, pour peut-être échanger avec le client après la phase de signature. Un outil de stockage et partage de documents. Le client va vous donner toutes ses photos, tous ses textes, toutes ses vidéos pour que vous les mettiez sur le site. Donc là, il va vous falloir une stack dédiée. Google Drive, Dropbox, vous pouvez mettre ça sur Notion, mais Notion, il y a des limites. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Et un outil de suivi de projet pour le client. Là encore, Trello, c'est la manière la plus simple de savoir quelle page est en développement, quelle sous-section, quelle fonctionnalité est en développement. Notion le fait très bien aussi. Et je vous avais mis en bonus ici un outil de formation client, par exemple Loom ou Tela, qui permet à la fin, quand vous faites la passation du projet, eh bien, venir éduquer les clients. Comment utiliser le site, comment ne pas le casser, comment l'utiliser de manière efficiente et comment peut-être onboarder d'autres personnes sur ce projet. Vous pouvez le faire également avec Google Meet. Vous pouvez enregistrer vos calls, ça marche aussi. Et puis un outil de comptabilité. Ça, c'est du bonus là encore. Shine, Conto, Pennylane, c'est vous qui choisissez en fonction de l'échelle de votre projet, mais il vous faudra au moins ces 4 types d'outils pour être pleinement opérationnel. Ensuite, ce que vous allez aller chercher, c'est le système de base. Vous démarrez, donc on ne va pas cumuler tous les abonnements. On démarre avec quelque chose qui est efficace, qui marche bien. On va avoir Gmail, Google Drive et un outil de suivi de projet comme Trello. Et puis, une fois qu'on est un peu plus à l'aise, on va avoir
Un Slack, on essaie d'internaliser, d'avoir une discussion beaucoup plus rapide. En échange de mails, on peut s'y perdre, on peut ne pas arriver à suivre tous les échanges. Donc là, on commence à onboarder les clients sur notre espace à nous ou sur le sien, voilà, et on communique directement. Ensuite, on va avoir Google Drive qu'on garde toujours, exceptionnel pour transmettre des documents. Et puis, on va avoir un système de gestion de projet qui est un peu plus costaud, dans lequel on va pouvoir venir remplir tous ces projets, gérer plusieurs projets en parallèle et avoir un vrai suivi détaillé, comme on le voit ici, de tel projet à tel avancement. Ça, c'est essentiel. Et le dernier point, c'est s'organiser pour s'entourer et scaler. Donc, passer à l'échelle suivante. Alors, pour ça, vous avez plusieurs approches. Soit vous décidez de rester solo toute votre vie, c'est à peu près mon approche, c'est de rester solo le plus longtemps possible. On parle de professionnellement là. Et du coup, je vais quand même en profiter pour essayer de faire monter mon réseau. Je connais des gens qui savent faire des choses très bien. Je ne suis pas expert en JavaScript, je ne suis pas expert en SEO, je ne suis pas expert en animation 3D sur Blender. Donc là, autant rester solo sur la mission, mais sur des petits points très spécifiques, venir récupérer un ami, un partenaire et le faire monter sur la mission. On fait de la collaboration, mais temporaire. Et puis il y a l'autre approche, l'approche de la collaboration qui est un peu plus permanente, le collectif. On n'est pas encore sur un modèle de studio, d'agence, on n'a pas la structure juridique d'un studio ou d'une agence, mais on commence à se regrouper. On travaille ensemble, on communique ensemble et on crée des projets de A à Z ensemble. Ça, c'est extrêmement pratique, ça peut être rassurant aussi pour les clients, puisqu'ils ne parlent plus à une seule personne, ils parlent à plusieurs personnes. Vous allez voir que c'est rassurant dans le sens où si jamais quelqu'un ne peut pas terminer le projet, le client sait qu'une autre personne dans l'équipe pourra reprendre le projet. Et c'est très intéressant. C'est un modèle qui est très en vogue. Je vous invite à aller voir le site, c'est collectif.work qui fait ça très très bien et qui permet de structurer un petit collectif rapidement. Et puis il y a le modèle de l'agence. Okay, tout se passe merveilleusement bien pour vous. Vous avez énormément de projets, vous avez besoin de recruter. On passe sur un modèle d'agence. Donc là, on a plutôt une hiérarchie, quelqu'un en haut, et puis ensuite différents niveaux de gestionnaire de projet, puis des exécutants, etc. Un autre modèle, mais on n'y est pas encore tout de suite. Et donc, le dernier point, qui est peut-être le plus évident, mais l'importance de délivrer. Okay, si vous voulez grossir en tant que freelance, il va falloir être certain que vous allez délivrer du bon travail. Ça, c'est peut-être la chose la plus évidente, la plus essentielle. Assurez-vous de toujours délivrer quelque chose qui vous plaît à vous et qui plaira à votre client. C'est quelque chose sur lequel vous pourrez communiquer derrière. Si vous n'êtes pas fier de votre projet, vous aurez beaucoup de mal à communiquer derrière, à enchaîner sur les différentes missions. Et vous aurez d'autant plus de mal à le partager encore plus et potentiellement à le montrer comme projet témoin à un futur client. Satisfaire dans les temps. Exceptionnel, ça. Il faut évidemment tenir cette deadline, c'est le plus important. On va essayer de définir des deadlines très précis. On l'a vu un petit peu tout à l'heure avec le planning de gestion de projet sur Notion. Dès le début, mon client sait que je vais avoir le site qui est prêt à telle date. Il peut y avoir des phases de galère, des phases de réflexion, des phases de bugs, et ça, vous devez l'anticiper. Okay, vous essayez de voir un peu plus large, mais vous livrerez à telle date. Si vous livrez dans les temps, c'est parfait, tout le monde est content. Vous êtes libéré du projet, le client a son projet et tout le monde est content. Et puis, on va essayer d'aller offrir la petite prestation bonus. L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir toute une prestation que vous allez faire gratuitement, mais de montrer que, OK, vous êtes capable d'exécuter le besoin client. Par contre, vous avez été bon en accompagnement, vous avez été bon dans la petite fonctionnalité en plus que le client attendait, ou alors essayer d'être à l'écoute de ses besoins futurs pour les anticiper. Je pense notamment à du CMS, à des choses qui permettent de faire une approche modulaire de votre projet. Donc ça, c'est extrêmement important. Pensez-y tout le long du projet et essayez de poser les bonnes questions dès le début. Okay, à quoi ressemblera votre site dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Qu'est-ce que vous comptez faire sur votre site? Comment vous comptez le faire évoluer? Pour essayer de préparer le terrain et pouvoir lui dire à la fin, écoutez, c'est prêt, vous pouvez onboarder tous vos clients, je vous ai prévu des components, je vous ai prévu un CMS optimisé, je vous ai prévu ça et ça, et vous allez voir, ça se fait très très bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Positionnement, expérience et partage. On va donc démarrer bas. Vous êtes au tout début de votre activité de freelance. On va essayer de se spécialiser. Mais d'abord, on vient définir son positionnement. Okay, je me cale sur les tarifs, TJM, la fourchette basse, si on veut. Il ne faut pas être trop bas, sinon vous vous sous-vendez et ce n'est pas intéressant. Donc là, on va essayer de se positionner sur la fourchette basse pour attirer les clients et on va ensuite se spécialiser. Il faut être vraiment avoir un esprit curieux et essayer d'aller chercher les compétences qui peuvent répondre à des clients très spécifiques. Et ensuite,
On va donc voilà, fourchette basse du marché, on y revient, et on prend en expérience. On l'a vu avec le positionnement, on a un positionnement très précis, mais peut-être que ce positionnement-là nous amènera à développer des compétences derrière. Je pense à l'IA, on parlait de multilingue, il y a de la 3D, il y a énormément d'axes très différents. Ça, ce sont des axes techniques. Vous pouvez également prendre des axes dédiés au type de projet. Okay, d'accompagner des startups ou accompagner des TPE, PME, accompagner des bergers dans le Jura, c'est vraiment vous qui décidez. Et puis évidemment, l'amélioration continue. On le voit, il y a des nouveautés constamment. L'outil est challengé par d'autres outils comme Framework, comme Wix, comme WordPress. Donc on va essayer de maîtriser Webflow de bout en bout. Et dès qu'il y a une nouvelle nouveauté, une nouvelle mise à jour, une nouvelle fonctionnalité ou des nouveaux outils annexes comme Slater qu'on a pu découvrir juste avant, on va essayer d'être à jour dessus pour pouvoir proposer toutes ces fonctionnalités-là à notre client. Et on va évidemment le partager partout, pour être certain que tout le monde le sache et qu'on puisse trouver des clients en conséquence. Voilà, grosso modo, pour démarrer avec Webflow et ensuite réussir dans son freelancing.